Maintenant, je vais céder la parole donc, à Benoît Debilly, qui est orthopédiste pédiatre à Besançon et qui est président du collège depuis quelques semaines. Oui. Merci Benoît de nous parler donc, des perspectives démographiques. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, effectivement, j'ai hérité de la tâche du collège et de l'Observatoire de la démographie en chirurgie pédiatrique en France. Comme vous l'a dit, comme vient de vous dire Jean-Philippe Cahuzac, c'est en fait lui qui a commencé dans les années 2000 à se dire effectivement il faut peut-être qu'on compte les troupes parce qu'on ne sait pas très bien où on va et si en plus on a des velléités pour réorganiser un peu la spécialité, il va falloir un petit peu s'y intéresser. Derrière, c'est Joël Le Chevalier qui a fait un travail de romain et je vais en fait présenter 80% de mon travail sera le sien. Puisque c'est des chiffres qui sont tenus à jour annuellement et qu'on a fait ensemble récemment. Voilà donc un peu l'état des troupes de la chirurgie infantile en France, et vous allez voir que, même si je ne vais quand même pas vous imposer une analyse par région qui n'intéresse que les spécialistes, parce que c'est des histoires de famille, mais globalement sur la France, vous avez les chiffres sur lesquels on peut s'appuyer pour vous donner une idée de ce que ça représente. Alors il y a une augmentation des chirurgiens pédiatres. Nous sommes actuellement 524 officiellement chirurgiens pédiatres. Alors, vous allez voir que je vais vous présenter des orthopédistes et des viscéralistes, mais aussi de temps en temps aussi parler un petit peu des plasticiens qui ne sont pas nombreux, mais il existe des chirurgiens pédiatres plasticiens reconnus et étiquetés comme tels. Bon, évidemment, la grande majorité des chirurgiens pédiatres sont des postes hospitaliers pérennes, auxquels on rajoute les assistants, puisqu'on les compte dans les, en tout cas, postes des diplômés du DES-C ou du DES, ça dépend de leur âge. Et quand même, quelques libéraux, ils sont quand même 75, avec une petite augmentation, on y reviendra pour être un peu plus précis, sur ces chiffres qui ne sont finalement pas nuls par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer sur les impératifs de la chirurgie infantile et les difficultés d'opérer et d'endormir un enfant. Comment ça se répartit? Donc voilà la répartition sur les CHU, évidemment la grande majorité. Vous avez donc, là vous allez voir les petites couronnes vertes, ce sont les chirurgiens plasticiens, ils sont une vingtaine sur la France, 142 orthopédistes et 179 chirurgiens viscéralistes. Vous voyez que l'équilibre a tendance à se faire, puisqu'actuellement on a une augmentation de 2% des orthopédistes, une petite diminution relative des viscéralistes. Mais que globalement, les CHG sont dominés quand même par les chirurgiens viscéralistes. Il y a peu de chirurgiens orthopédistes en CHG. Les ESPIC, PNL et PSPH sont anecdotiques. Et que le privé fait pas mal d'orthopédie par rapport à la chirurgie viscéraliste. Alors, par structure. Donc là, en prenant d'abord les CHU, qui représentent la grande majorité des centres qu'on fait de la chirurgie infantile, vous les avez en effectif, donc vous voyez que deux structures dépassent largement la vingtaine d'équivalents temps plein en chirurgie infantile, et d'ailleurs correspondent à ceux qui peuvent s'offrir, entre guillemets, des chirurgiens plasticiens. Bon, Necker, c'est traditionnel, c'est connu, vous avez Necker et Reste de la planète, et Marseille qui fait la compétition avec Necker. Si on rajoute Robert Debré et Trousseau, on voit que les Parisiens ont beaucoup de chance, et puis des grandes villes, Toulouse, Lyon, Lille, Montpellier. Mais rapidement, on a une diminution et on a certaines équipes qui ne sont pas tout à fait dans les normes de ce qu'on avait défini dans le cadre du livre blanc de la chirurgie infantile, qui ont été la réflexion de plusieurs réunions du collège des 15 dernières années, où on avait défini que la bonne équipe, celle viable, celle où on peut assurer en tout cas un plein temps et être multidisciplinaire, c'est au moins 5 chirurgiens, 5 ETP en chirurgie viscérale et 5 ETP en chirurgie orthopédiste, ce qui permet de s'offrir éventuellement, dans le meilleur des cas, une garde sur place, et une astreinte complémentaire, ou en tout cas 2 astreintes complémentaires en fonction des lieux. Et bien si vous faites cette barre à 10, vous voyez que vous avez à peine la moitié des CHU qui la remplissent, avec des villes comme, pourtant relativement importantes, comme Nice. Alors Besançon, on va y arriver, mais on a de la chance, mais qui n'arrivent pas à ce seuil fatidique de 10 personnes. Et quand vous regardez un peu plus près, vous voyez qu'il y a des villes où l'équilibre est majeur. À Reims, par exemple, ils sont 2 orthopédistes pédiatres. À Bordeaux, ils sont à peine plus. Et vous voyez que globalement, Grenoble, ils sont peu d'orthopédistes aussi et beaucoup de viscéralistes. Voilà. Et donc des villes de forte importance, quand on voit Dijon, Angers, qui arrivent à des équipes qui sont quand même très très en souffrance.
Les CHG sont peu nombreux, vous l'avez vu. On note 3 établissements qui sortent du lot, 3 ou 4, c'est-à-dire Le Mans, Créteil, Aulnay-sous-Bois et Saint-Brieuc. Au passage, vous voyez qu'il y en a 2 qui sont dans la couronne parisienne. Que Le Mans est traditionnellement une ville où il y a toujours eu de la chirurgie infantile. Et Saint-Brieuc aussi, mais avec un déséquilibre très franc au profit des chirurgiens viscéralistes par rapport aux orthopédistes. Et puis après, vous avez quelques villes de périphérie, dans le nord par exemple, Valenciennes, Orléans, qui est aussi un cas noté, Avignon, et qui travaille énormément en collaboration avec Marseille. Mais là encore, vous voyez que les orthopédistes ne sont vraiment pas nombreux du tout, voire tout seuls dans des équipes. Donc il est impensable d'avoir dans ces CHG des équipes de garde spécialisées. À Colmar, on est même dans un paradoxe complet où il n'y a pas d'orthopédiste du tout infantile. On en reparlera. Et puis une ribambelle de villes pour lesquelles vous avez un chirurgien pédiatre quelque part, mais qui ne peut pas constituer à lui seul une équipe. Voilà un peu une image du privé tel qu'il est exercé en France. Alors, vous avez bien sûr Paris, avec Boulogne, Lyon, donc des grandes villes, où vous voyez apparaître donc Paris essentiellement, Lyon, paradoxalement Montpellier, mais alors ça c'est une situation locale très particulière, où le CHU de Montpellier est en train de se séparer de ses chirurgiens pédiatres de manière assez méthodique. Et ils embauchent en ville, en libéral, ils vont chercher leur 3e ou 4e orthopédiste bientôt. C'est une exception en France qui mérite d'être notée. À Marseille, c'est la clinique Saint-Joseph, Toulouse. Mais finalement, vous voyez qu'il y a des grandes villes qui n'ont pas beaucoup d'activité libérale. On n'en voit pas à Strasbourg, très peu, il doit y avoir un de l'habitant. Et quand on regarde un petit peu le type d'activité de ces chirurgiens dits libéraux, seulement la moitié est en libéral exclusif. La grande majorité est à cheval sur la ville et l'hôpital, et ça c'est sûrement à méditer. Sûrement à méditer avec, vous voyez, pour moitié un taux de participation au secteur public qui est plus ou moins à 50%. En dessous ou au-dessus. Et donc 45 seulement sont des exercices privés exclusifs, mais dans les très grandes villes. La féminisation, c'est une question intéressante. On est une spécialité où traditionnellement on est assez féminisé par rapport aux autres chirurgiens. On n'a pas tout à fait les chiffres des effectifs d'étudiants en médecine, puisqu'on n'a pas 70% de filles. Mais vous voyez que la pyramide des âges montre que pour les plus jeunes, les moins de 50 ans, la féminisation prend le dessus, ce qui est très intéressant. Il est très logique qu'une maman ait fait opérer son enfant par une autre maman, donc ça passe très bien. En revanche, cette féminisation, comme vous le savez, induit aussi des difficultés sur des prévisions de carrière à long terme, en supplémentaire peut-être par rapport à les carrières des hommes. Alors, chez les orthopédistes, vous voyez que quand on est à moins de 40 ans, on a quand même pas mal de filles qui viennent nous rejoindre, mais sinon on est quand même à un décalage un peu traditionnel, mais qui est très très en dessous des orthopédistes adultes qui, eux, ont le nombre d'orthopédistes adultes à l'heure actuelle, femmes, se compte sur le doigt de 2 mains, un peu amputé. Les viscéralistes ont une belle égalité entre garçons, hommes et femmes, avec quasiment 50%. Vous voyez qu'en 2012, on avait 60-40, alors que maintenant les choses changent franchement. Alors évidemment, quand on arrive au poste universitaire, là il y a un déséquilibre qui est un peu ancestral. Bon, c'est forcément des gens un peu plus âgés, on espère que les choses vont changer, mais quand même, vous avez quand même moins de 15% des femmes qui sont universitaires, qui sont PUPH ou PU associées actuellement en France. Alors l'avenir, c'est la liste d'attente des LCU qui vont devenir PUPH, là ça s'inverse. Donc il n'est pas impensable que dans un avenir proche, on arrive quand même à un équilibre, mais une parité qui pas loin. Alors, notre travail, c'est aussi de prévoir la prospective. On a en gros 10 départs par an à programmer. Ce qui veut dire que les calculs qui avaient été faits depuis 2000 sur les DESC à l'époque étaient basés sur ce chiffre de 10 départs par an en disant on ne peut pas engager des jeunes dans une carrière sans certain avoir un poste. Et on s'est vite rendu compte que c'était une catastrophe, puisque les choses étant ce qu'elles sont, il y en a qui changent d'orientation, il y en a qui arrêtent, et on n'en arrive pas à recruter actuellement, ne serait-ce que les hôpitaux universitaires, pour lesquels on est prêt à se constituer, tellement il y a peu de candidats. Alors je ne vous parle pas de reste.
Donc ce chiffre de 10 était probablement une aberration. Le calcul théorique qui a été fait secondairement était généreusement d'une vingtaine, 20-22, c'était ça, ce qu'on avait décidé à la Chef-Dieu, je me souviens. Donc ça remonte à 10 ans, un peu plus. Il y a 10 ans, on était 22 pour toute la France. Et en fait, on n'a pas fait beaucoup de publicité, puisque les dernières années d'inscription à l'ESC montraient entre 11 et 12 candidats qui s'inscrivaient au ESC de chirurgie infantile. Alors il faut rajouter à ça quelques orthopédistes pédiatres qui ont exercé l'orthopédie infantile, mais sont passés par la DESC d'orthopédie adulte. Ceux-là, on a du mal à les compter. Donc actuellement, ce chiffre de 10 départs par an est largement insuffisant, et les 22 sont largement insuffisants, puisqu'on assiste à une décroissance. Où ont été formés tous ces chirurgiens? Vous voyez que la grande majorité viennent en viscéral orthopédie, de la chirurgie pédiatrique, bien sûr, puisque c'est essentiellement par là qu'on forme les chirurgiens viscéralistes. Certains sont étiquetés encore chirurgie générale, c'est en plastique aussi un peu la même chose, avec vous voyez, une petite proportion de chirurgiens généralistes et de plasticiens vrais qui viennent et qui font de la pédiatrie en venant de la formation plastique adulte, et qu'en orthopédie, ce que je vous disais, en fait, vous avez moitié des orthopédistes pédiatres actuels installés qui exercent, qui viennent de la chirurgie infantile, et moitié qui ont été formés via le DESC d'orthopédie adulte, parce qu'il y a des villes qui considèrent que c'est une meilleure formation. C'est un débat sur lequel on ne rentrera pas, d'autant plus qu'avec le nouveau DES, on est en train de mutualiser les maquettes, elles vont se ressembler de manière étrange, et donc ce débat va s'éteindre. Le pays d'origine de tous nos chirurgiens est en grande majorité des chirurgiens français, très peu d'Européens, enfin une trentaine d'origines européennes, quelques Africains, et vous voyez qu'il reste quand même des gens qu'on a accueillis de l'extérieur, mais c'est une minorité. Juste au passage, quels sont les centres de formation qui vont exporter leurs clients sur la France? Eh bien, vous avez Paris, c'est logique, puisque c'est quand même là qu'on a le plus d'intérêt. Et puis Lille, qui est une exception française depuis toujours, où les Lillois ont toujours formé 8 chirurgiens pédiatres par an sans savoir ce qu'ils allaient en faire, donc il fallait les exporter. Voilà. Non, on l'assume. Ça a toujours été comme ça. Je ne vais pas vous imposer donc l'analyse par région qui vraiment ne va pas vous intéresser, mais à l'échelon national, quand même, il y a quelques chiffres forts qu'il faut reconnaître. Pour nous, le découpage actuel administratif n'est pas possible. On est un effectif qui ne peut pas se permettre de diviser notre effectif en 14 régions. Donc le collège a très très vite décidé de rester en interrégion. On travaillait déjà en interrégion, c'est une échelle qui nous paraît intéressante. Et on a simplement été obligé de modifier 2-3 petites choses. On a intégré Montpellier dans la grande région sud-ouest, intégré Poitiers dans la grande région sud-ouest, et c'est à peu près tout. Le reste, les autres, sont des régions qui existaient déjà dans notre fonctionnement ancestral. Alors, si on regarde un petit peu les effectifs, voilà la population des moins de 20 ans, parce qu'on ne trouve pas de calcul sur moins de 18 ans à l'INSEE, on trouve encore moins 15 ans et 3 mois. Donc les moins de 20 ans, vous avez des enfants qui sont au nord et peu au sud, ça c'est pas nouveau. La PACA à 22% et le sud-ouest 22% d'enfants, donc plus on vieillit, plus on descend au sud. Et on a de chance, plus on habite dans le nord. Mais des effectifs qui, sur ces interrégions, à part la PACA qui est un peu en dessous, sont à peu près analysables. Et le calcul que je m'étais amusé à faire est un rapport de nombre de chirurgiens pour 100 000 enfants, pour 100 000 habitants de moins de 20 ans, ce qui est le reflet du potentiel, je dirais, vivier de... La moyenne nationale est à 3,20 chirurgiens pour 100 000 habitants de moins de 20 ans, et vous avez finalement le PACA, l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est dans la norme, il n'y a que Paris qui est au-dessus, et ça s'explique, et tous les autres, à part sur la Corse. Alors là, le PACA et la Corse, je pense que là c'est un problème de dénominateur plus que de numérateur. Il y a tellement peu d'enfants que finalement ils ne sont pas très nombreux, mais ça donne l'impression d'être surdotés. Et donc toutes les autres régions sont franchement en dessous de la moyenne nationale, a fortiori la grande région ouest dont on vient entendre parler comme étant l'Eldorado du réseau, mais en tout cas vous avez... alors pour le sud-ouest, Toulouse effectivement va très bien, Jean-Philippe vient de le prouver, ils sont de réseau, ça marche bien, mais ils ont hébergé Poitiers, Limoges, qui sont des villes où il y a des gros problèmes de recrutement. Montpellier, je vous en ai parlé un petit peu en disant que effectivement, le CHU est en train de perdre des
des praticiens au profit du libéral. Bordeaux est une ville qui aussi traditionnellement était très tournée vers le libéral et dont les équipes hospitalières ont un petit peu de mal. Dans le Nord, il y a beaucoup de... On va rentrer un petit peu dans le détail sur les difficultés par ville, en se penchant ne serait-ce que sur le recrutement des hospitalo-universitaires, qui est quand même un bon reflet des ambiances et du profil de carrière qu'on peut proposer. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'endroits. Alors les étoiles blanches sont les difficultés en viscérale et les étoiles foncées en orthopédie. Vous avez l'effectif d'hospitalo-universitaires par ville, de CHU, et vous voyez qu'il y a beaucoup de villes où il n'y a finalement qu'un seul des volets qui est représenté, une seule des deux options, et que l'autre est en souffrance. Il n'y a pas de viscéraliste à Brest. La région nord est particulièrement touchée, l'Île-de-France va très bien, et ça c'est logique aussi. Le nord-est va bien, et vous voyez que dans le sud-ouest, que je vous disais, vous avez un déséquilibre entre des villes telles que Poitiers et Limoges qui sont en grande difficulté de fonctionnement, même au quotidien. L'astreinte de Limoges cet été a été un petit peu sportive. Donc voilà un petit peu l'état des lieux des difficultés qu'on peut avoir. Je dirais que plutôt que vous continuez de vous assommer de chiffres qui n'intéressent que les vrais spécialistes que nous sommes, les points forts, c'est que la moitié des équipes universitaires n'arrivent pas au seuil qu'on a défini entre nous, certes en société savante, mais qui est quand même un seuil logique d'une dizaine de TP pour assurer 2 listes d'astreinte, c'est le minimum. Il y a une grande vacance de postes universitaires. On n'est peut-être pas les seuls à l'heure actuelle à avoir des difficultés à motiver les jeunes pour faire une carrière universitaire. Il y a d'autres spécialités qui sont en souffrance, mais nous les premiers. On a la moitié des CHG finalement qui ont un effectif supérieur à 3 ETP, et pourtant ces CHG sont essentiellement faits de chirurgiens viscéralistes. Il y a une relative pénurie qui n'est pas nouvelle de chirurgiens orthopédistes. Le secteur libéral pour l'instant est réservé aux très grandes villes, à part Bordeaux, enfin c'est une grande ville Bordeaux, je vais le voir, mais c'est historique, Montpellier pour les raisons que je vous ai essayé de vous expliquer, et sinon c'est les grandes métropoles de plus de 1,5 million d'habitants, telles que Paris, Lyon et Marseille. Que seulement la moitié des libéraux sont en exercice exclusif, et qu'il existe quand même, alors en dehors de ce que vous a présenté Jean-Philippe, des collaborations CHU, hôpital périphérique, plus que ville-hôpital, pour être très clair, particulièrement marquées sur Strasbourg et Colmar par exemple, Paris et sa banlieue. Alors quand on entend dire que la garde au niveau 2 va être faite au niveau 3, c'est tout à fait faisable en Ile-de-France. Je ne suis pas certain que le praticien d'Avignon accepte d'aller faire une astreinte à Marseille une fois par semaine. Donc il y a évidemment des impératifs régionaux qui méritent d'être déclinés, mais il existe déjà des collaborations assez fortes. Enfin, il va falloir inventer des nouvelles carrières, c'est évident, les postes partagés, il faut étendre le système des réseaux si on veut pouvoir faire fonctionner ces nouvelles carrières. Il faut retrouver des collaborations ville-hôpital si on veut placer tous nos élèves, et certains n'ont peut-être pas envie de faire que de la transplantation hépatique ou que des choses très compliquées. Et je terminerai l'exposé simplement pour vous dire que grâce à la réforme du DES dont on va vous parler maintenant, on a fixé un chiffre dans ce nouveau DES de chirurgie infantile pour les 2 options, qui est actuellement à 23-24, qui est discuté tous les ans, mais qui est le double de ce qui s'était fait comme inscription vraie au DESC jusqu'en 2016. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Benoît. Des questions? Oui, Philippe Montupé. Merci beaucoup pour la reprise de cette démographie de Joël, amplifiée par vous deux, qui fait l'état des lieux d'aujourd'hui. La question que je me pose, c'est celle de la multiplicité d'organes de notre spécialité qui interviennent dans cette planification. Je m'explique. Le CNCE, dans sa réunion à Nancy, le CNCE, en Assemblée Générale, avait clairement établi à 17 minimum, d'une part, le nombre des nouvelles admissions pour démarrer un DES, et d'autre part, avait clairement aussi établi cette régionalisation avec un coordonnateur pour chaque région. Une personne encore dans l'organe décisionnel d'orientation
d'internes pour la spécialité. Alors la question là-dessus, c'est cette multiplicité d'organismes qui interviennent, et je ne cite pas la commission de qualification du Conseil de l'Ordre, mais je vais quand même dire un petit mot, fait que où est la coordination entre ces différents organes de promotion et de décision de la spécialité? Il y a ici, dans la salle, plusieurs coordonnateurs successifs. Alors, ont-ils reçu un seul étudiant ou deux dans leur région pour démarrer le DES? Je ne comprends pas très bien alors que ces décisions sont déjà anciennes, aussi, un temps, pourquoi cette évolution stagnante et même un peu péjorative. Entre parenthèses, dans le cadre de la commission de qualification, il y a un certain remplissage des manques dans le secteur hospitalier, en particulier général, par des candidats qui non seulement présentent des dossiers avec de fortes compétences, mais Jean-Philippe, puis Hélène Martelly, puis Hélène, ont été successivement présidents dans cette commission, ils savent très bien de quoi ils retournent. Donc il y a une sorte de remplacement de ce sous-effectif par cette commission. Voilà, ça c'est une question parce que il y a vraiment peut-être un manque de coordination entre plusieurs organismes pour la promotion de la spécialité. Donc je ne crois pas qu'elles doivent rester déficitaires, je ne vois pas pourquoi. Et puis il y a également des qualifiés de l'étranger, admis par la commission, qui sont de stature universitaire et qui ont postulé et réussi dans des postes hospitalo-universitaires. Donc voilà, c'est pas tout à fait clair à ce niveau-là pour moi. Tu as tout à fait raison. Je dirais il y a deux questions sur qui coordonne quoi, et puis peut-être qu'Hélène donnera un avis sur la commission de recours. Effectivement, grâce à la réforme du troisième cycle, du nouveau DES, il y a eu tout un transfert de compétences, je dirais, dans les collèges, qui sont enfin reconnus comme des interlocuteurs. C'est les collèges qui ont écrit les maquettes. Ils sont inscrits comme tels pour tous les collèges de spécialité, et surtout, il y a eu la création du Conseil national des collèges d'enseignants de médecine, le CNCEM, qui maintenant est en fait l'organe qui concentre tout ça. Alors on n'était pas en retard en chirurgie infantile, parce que l'Observatoire, on l'a créé pour, je ne sais plus, une petite dizaine d'années. Donc on avait déjà pas mal de chiffres à fournir, et si tu veux, maintenant, c'est vraiment les collèges qui vont être l'interlocuteur à la fois du CNCEM et surtout de NDPS. Le NDPS qui est celui à qui tu t'adresses tous les ans pour dire combien tu veux de nouveaux DES. Après ça, c'est le collège qui fait son travail avec les coordonnateurs, justement pour savoir comment répartir les choses. La réforme est un peu en retard sur l'affichage de ces postes. On est capable de te dire tous les ans où on veut ouvrir tel poste et de préférence dans quelle option. Et ça, je pense que Georges en touchera un mot. Et si tu veux, là, il y a eu quand même une simplification des tâches qui font que les choses soient un peu plus claires. C'est vraiment le CNCEM et les collèges qui ont pris la main sur ça. Pour ce qui est l'intégration des étrangers via la commission de recours, je crois savoir que tu peux peut-être en dire un mot. C'est depuis 2 ans assez. Non, donc moi je suis membre de la commission d'autorisation d'exercice qui est présidée par l'ARS. Ce que je peux dire, c'est que le nombre de candidats que nous recevons est tout à fait minime, parce que nous sommes extrêmement sélectifs sur la qualité des dossiers. Effectivement, il y a eu quelques orthopédistes qui ont été recrutés ces dernières années parce que tous les orthopédistes pleuraient en disant qu'ils n'avaient pas d'orthopédistes pédiatres, mais dans l'ensemble, il y en a très peu. Et on a obtenu une diminution drastique du nombre de non-européens autorisés à se présenter au concours de la PAE liste A. Bon, ce qui veut dire que ce nombre, il est de 0. Alors, j'ose pas trop le dire parce qu'on va me traiter de je sais pas quoi, mais il est de 0 en chirurgie pédiatrique actuellement. C'était peut-être pour se dire que il y avait quand même quelques étudiants qui pouvaient venir. Pour être complet sur le sujet, les Européens n'ont pas la même définition de chirurgien infantile que les Français. Quand on entend qu'on fait revenir un chirurgien pédiatre d'un autre pays d'Europe, en général, il est viscéraliste. Parce que l'orthopédie pédiatrique dans les autres pays européens est faite par les orthopédistes adultes. C'est complètement différent. Ce qui fait que autant on peut faire venir un chirurgien pédiatre d'un autre pays européen parce qu'il a probablement la même compétence, en revanche, l'orthopédie, c'est pas le même système. Oui, question complémentaire. Dans quelle mesure, pour faire face à la disparité territoriale de l'expertise, actuellement, on peut faire fonctionner les niveaux 2 et 3 en organisant la télé-expertise?
Parce que le collègue qui est à Montpellier et qui doit aller éventuellement à Avignon réciproquement, il pourrait très bien bénéficier de l'expertise avancée d'un collègue très expert pour peut-être faire face à des diagnostics complexes et pour éventuellement après penser transférer son patient, etc. Ce qu'on fait beaucoup dans les pays en développement, il y a des centres experts, mais il faut avoir aussi le sachant à distance qui va mieux piloter l'organisation des soins. Il se trouve que chez nous, on a les neurologues qui font une astreinte pour les AVC pour toute la région, mais ils interprètent des images. Et j'ai assisté cette année, j'ai eu la chance de me faire offrir par la Société française d'orthopédie pédiatrique le congrès américain, où il y a eu une demi-journée sur la télémédecine. La conclusion, c'est jamais la première fois en télémédecine. Il y a quand même un examen clinique qui est incontournable pour la chirurgie. Alors on peut contrôler une radio, peut-être. On peut sûrement faire beaucoup de choses sur un ostéochondrique qu'on voit évoluer en demandant s'il boite ou pas, s'il a mal. Et en voyant sa radio, c'est probable. Mais ça ne va pas régler le problème des urgences, en tout cas tant qu'on n'a pas un examen clinique fiable par quelqu'un qu'on connaît. D'où notre idée notre philosophie, c'est non seulement former les chirurgiens pédiatres, participer à l'enseignement de l'orthopédiste adulte, mais aussi des urgentistes. Oui, Jean-Philippe Cahuzac. Je voudrais faire une remarque, Benoît. La grande question, ce n'est pas de savoir combien on forme de gens, c'est comment on attire les gens. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que pour avoir des jeunes qui veulent faire de chirurgie pédiatrique, il faut qu'on les amène dans des structures existantes. Et je crois que justement, c'est ces centres de spécialité que l'on va créer ou qui se créent automatiquement. Et c'est eux qui bénéficient, par exemple, du réseau à 90%. Et quand on aura ces centres créés, on aura à ce moment-là des étudiants. Et on n'aura pas des étudiants pour rien. Je te rejoins à 1000%. J'ai commencé tout seul au service il y a 25 ans, et on va être 5 là. On a un biofeedback positif ou un biofeedback négatif. Quand on n'est pas assez nombreux dans une équipe, on est porteur de notre échec, on fait peur aux internes qui viennent, qui trouvent ça passionnant, qui vont voir 6 mois, ils vont faire 6 mois chez l'adulte où ils sont 14 sur la liste d'astreinte, ils disent attendez mon gars, vous êtes gentil monsieur, mais je ne tiendrai pas. Donc effectivement, on est porteur de notre échec quand on est une équipe trop fatiguée, un biofeedback négatif évident. Bien, merci beaucoup.